Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, émission d'interview. Alors, on va démarrer avec franchement, un bouquin intéressant. Christopher, je veux pas. Donc, c'est Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, qui l'a écrit. Je veux pas non plus que tu chopes la grosse tête. Donc, voilà. Mais je vais pas dire qu'il fera date, parce qu'on peut pas s'exprimer comme ça. Là. N'empêche que, en tout cas, en français, je sais pas ce qui s'est écrit du côté des industriels anglo-saxons. Peut-être que toi, tu le sais, tu me diras. C'est la première fois qu'il y a un bouquin comme ça. Mais on va en parler très très largement. L'idée, c'est, alors en toutes lettres d'ailleurs, réconcilier la pression du monde capitaliste avec les enjeux écologiques et le bien-être social. Quand c'est fait par quelqu'un qui est dans le dur de l'industrie, c'est quand même intéressant, ça vaut le coup d'en parler. Derrière, autre sujet, mais absolument passionnant, Laurence Daziano, qui vient nous voir très régulièrement, maître de conférence à Sciences Po, ce fameux Sud global dont nous parlent aujourd'hui la Chine et la Russie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Là aussi, vous allez le voir, il se passe quelque chose d'important. Alors, presque plus d'ailleurs dans les organisations internationales que du côté des grands circuits commerciaux. Mais voilà, très très intéressant. Et puis on terminera, grand classique, vive la France, la complexité fiscale. Voilà un joli programme, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Christopher Guérin. Salut Christopher. Salut Stéphane. Encore une fois, je ne veux pas te mettre la pression, parce que bon, tu as écrit un bouquin pour raconter finalement ton expérience, la façon dont tu veux faire les choses chez Nexans, sans peut-être avoir conscience que, ou alors, oui, tu avais conscience que tu écrivais là une façon de faire, ou en tout cas, une série de solutions que j'avais, moi, en tout cas, pas encore vu exprimer en français avec ce luxe de détail. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est plutôt un partage d'expérience. Ouais, exactement. Un modèle qui est potentiellement duplicable sur beaucoup de secteurs. Donc, réconcilier la pression du monde capitaliste avec les enjeux écologiques et le bien-être social. Je vais résumer ta solution. Arrêtez de produire plus. Oui. Il faut que tu me donnes quelques détails maintenant. Parce que... Le moins égale plus, en fait. On est parti du... comme tu le savais, Nexans en 2018 était proche d'OPA Hostile. Donc Nexans, en fait, on ne le dit pas, mais leader mondial du câble. Deuxième. Deuxième acteur. Deuxième. On ne connaît pas le premier, donc c'est très bien. Et comment s'appelle le premier? Je le cite pas. Non, je rigole. Principio, une très belle société italienne. D'accord. Ah, dites donc. Ah, ouais. Donc 2 Européens. 2 Européens. Donc voilà, donc l'un des leaders mondiaux du câble. Et donc, effectivement, dans une situation complexe. Très compliqué. Très compliqué. À l'époque, si on prend juste le cours 2018, le cours de bourse comme un baromètre, on était à 22 €. La société valait que 800 millions d'euros. On était proche d'OPA Hostile. Enfin, on était complètement à la casse. La boîte valait 800 millions d'euros. Et on avait quelques années, 2 ans devant nous pour redresser, avec le support de nos actionnaires majoritaires, qui sont un fonds chilien et la BPI, redresser la société. Fonds chilien pour le cuivre, j'imagine. Oui. Enfin, c'est ça, le lien avec le Chili, c'est le cuivre. Non, parce que ça peut paraître surprenant, fonds chilien. Ouais. Voilà, donc c'est ça qui fait le lien. Et en fait, on s'est dit... alors moi je n'ai pas sorti la méthode, ça fait 10 ans que je bosse dessus. Je me suis toujours posé la question sur comment redresser une entreprise le plus rapidement possible, avec le moins de casse sociale possible. Ouais. Et puis, en changeant un peu les paradigmes et tout ce qu'on nous a appris pendant des années, pendant 20 ans, c'était un peu l'ère de l'abondance. Ouais. Donc, le plus de volume... Tu sais, tu entends cette phrase, j'ai besoin de plus de volume pour couvrir mes frais. Mais bien sûr. Pendant 30 ans. Mais bien sûr. Le plus de clients, le plus de produits. Et donc, moi, j'ai déployé une méthode depuis 10 ans qui m'a permis de redresser beaucoup d'entreprises, enfin d'unités chez Nexans, qui était de dire, il y a un facteur que vous ne prenez pas en compte, c'est le coût de complexité. Le coût de complexité. On regarde beaucoup nos coûts fixes, on regarde nos coûts variables, mais il y a quelque chose que vous ne tenez pas en compte, c'est le nombre de clients et le nombre de produits que vous gérez tous les jours, qui est exponentiel depuis des années, et qui génère un coût. Et je vais te donner un exemple plus simple. Tu regardes l'iPhone, voilà, la vie de tous les jours, l'iPhone. Quand Apple sort un nouvel iPhone, ils retirent l'ancien. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas empiler les iPhones. Ouais. À l'iPhone 14, tu peux plus acheter l'iPhone 12. Ouais. Ils renouvellent leur gamme et ils remplacent. Donc ils ne vont pas dans une logique d'accumulation, mais une logique de remplacement. C'est une gestion de complexité. Tandis que dans le domaine industriel, globalement, tu regardes les statistiques, entre 1995 et 2020, le nombre de produits manufacturés a une croissance exponentielle de 300%. Donc nous, on accumule, on fait du toujours plus. Et ça a un coût. Et c'est pour ça que le modèle, d'un point de vue économique d'abord,
te démontre, je finis juste. Ouais, mais là, parce que là, Christopher, je voudrais pas. Non, parce que c'est presque un peu déceptif. C'est-à-dire que là, tu me fais, et c'est très bien, mais le PowerPoint du BCG, d'une certaine manière, tu vas beaucoup plus loin que ça. Bah, en fait, C'est-à-dire, effectivement, donc tu donnes les chiffres. 2019, j'ai 17 000 clients, 300 000 références produits. Maintenant, j'ai 4 000 clients, une réduction de 30%. Alors, tu écris exactement une réduction de 30% du nombre de produits manufacturés. Est-ce que ça veut dire que c'est une réduction de 30% de la production? Non. Non. Ah, c'est ça. Non. Voilà. Il a l'astuce. Hein. Ah, et là, l'astuce. Ouais, c'est ce que personne ne comprend au départ et c'est aussi un peu ma bagarre régulière avec les analystes financiers, pas les investisseurs, les analystes financiers qui, eux, sont sur des modèles de croissance, donc toujours plus. Donc eux, ils disent... Tu fais plus de volume, donc tu as plus de profit. Moi, je dis, votre modèle, il est foutu. Parce que nous, on a une croissance à base zéro, mais pas de croissance, et pourtant, j'ai doublé mes profits. Mais comment on a fait? C'est un peu la logique économique du programme, c'est de dire, on a densifié nos ressources, nos capacités sur nos clients dits Platinum, les 4000 clients, et on a réalloué toute la capacité à ces clients-là. Oui, mais là, si tu restes là, et encore une fois, dans le bouquin, t'en restes pas là, bien loin de ça. Là, c'est juste la montée en gamme, finalement, que tu es en train de m'expliquer. Tu es en train de m'expliquer le modèle de l'automobile allemande au tournant des années 90, finalement. Je vais en faire moins, je vais la vendre plus cher, et comme ça, je vais augmenter mes profits, ma marge opérationnelle, et tutti quanti. Encore une fois, tu vas beaucoup plus loin que ça. Oui, exactement. Et donc allons-y. Tu dis, donc il y a effectivement cette idée de je vais augmenter mes profits en produisant moins, ok, première chose, enfin, en produisant moins de références, première chose, mais tu dis surtout, je vais faire un retour sur capitaux employés au cube. Alors explique-moi ça. Alors je t'explique. Déjà, nous, on est une des rares boîtes du capital goods européen qui n'a pas d'objectif sur la croissance volumique. Parce que c'est ce que je dis aux analystes financiers. Voilà. Tant qu'on ne définit pas la croissance, on ne sera jamais d'accord. Parce qu'on peut faire de la croissance en valeur, des effets de mix, des effets de l'innovation, etc. On peut faire de la croissance verte et on peut faire de la croissance régénérative. Donc, tant qu'on ne rentre pas dans la définition de la croissance, il n'y aura pas d'objectif de croissance. Nous, ce qu'on fait, par exemple, j'étais au Maroc récemment. Maroc, je peux faire 15% de croissance de volume en plus sans aucun problème avec l'électrification du Maroc à l'heure actuelle. Ce qu'on leur dit, vous avez deux objectifs. Objectif de profitabilité à la hausse et quota carbone, moins 10%. Le fait d'avoir une double contrainte, d'avoir le quota carbone qui ne peut pas les pousser dans la voie de l'abondance et la profitabilité, ils sont obligés de se poser la question, quels sont les clients qui répondent à la double contrainte? Et c'est là-dessus qu'on arrive, c'est qu'avec la méthode, on leur dit, écoutez, vous avez bien un facteur de retour sur capital employé pour la profitabilité de vos clients, mais maintenant, on calcule le retour sur carbone employé de chacun des clients, pour être sûr qu'ils répondent à la contrainte environnementale. Et c'est presque certainement là la nouveauté, parce que du coup, avec cette double contrainte, tu arrives à croître tes profits et réduire ton empreinte carbone assez rapidement. Alors, je reste là-dessus, carbone employé, mais n'oubliez pas, on a dit que c'était 3. Donc il y a aussi compétences employées, et ça, on en reparle après. Je reste sur le carbone. Je ne sais plus si tu le dis ou si tu le dis pas, mais je crois que tu le dis. Parce que tu as un petit côté, à un moment quand même, et c'est là où j'étais plus en accord avec toi, à un moment tu dis, en gros, le système, et donc tu parles d'un système, le système pousse à produire plus. Christopher, c'est pas le système qui pousse à produire plus, c'est la demande de l'humanité. C'est vrai, tu as raison. Tu vois ? La croissance de la population. La croissance de la population, et surtout, on a ici Étienne Vasmer qui vient nous voir régulièrement, économiste, qui travaille, qui enseigne à l'antenne d'Abu Dhabi de la New York University. Donc il a, lui, des Indonésiens, des Pakistanais, c'est ces gens-là, ces élèves. Non, mais tu as raison. Ils veulent croître, hein. Ils vont renoncer à rien pour améliorer leur bien-être. Hein. Il est catégorique avec nous là-dessus. C'est évident. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand je parle de système, c'est que remets-toi dans une logique de boîte cotée. Moi, je suis une boîte cotée. Et aujourd'hui, ce qui énerve le plus les analystes financiers, c'est qu'on n'a pas d'indicateur de croissance. Et comme dans leur modèle depuis 20 ans, c'est le top line qui génère le profit. Quand tu leur soumets le cas Nexens, le système, il bug.
parce que pas de croissance et triplement des profits. Il dit, mais comment vous faites ? D'accord. Et on fait des masterclass au système, donc aux analystes financiers en bourse, pour leur dire, mais écoutez, à travers la réduction de complicité, la densification sur moins de clients et moins de produits, vous gagnez en productivité, vous libérez du cash, vous libérez de la ressource, qui est de la ressource productive. Alors, mais on est bien d'accord, ça améliore ta productivité et surtout, et ça on va en parler parce que c'est super intéressant et vraiment je crois que c'est, enfin ce que tu écris va être au cœur du problème de beaucoup d'entreprises. Donc ça augmente ta profitabilité, ça réduit ton impact carbone, ça permet de mieux développer tes compétences et d'avoir un meilleur accord social général dans l'entreprise, mais ça ne règle en rien le sujet du climat. Ça ne règle en rien, parce que ce que tu ne produis pas toi, quelqu'un d'autre le produira. Eh ben voilà, la demande elle est là, quelqu'un d'autre le produira et dans des conditions qui seront des conditions peut-être moins bonnes que celles dans lesquelles Nexans produisait il y a encore quelques années. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je suis pas chercheur au CNRS. Ok, oui, ok. Je ne pense pas régler les problèmes du monde. Je dis juste... Non, mais d'ailleurs, je crois que tu ne le dis pas. Non, voilà. J'ai pas du tout cette prétention. J'ai juste un partage d'expérience. Tu vois, j'ai eu un très bon débat et une présentation auprès d'ETI et PME françaises où je leur dis, n'allez pas chercher obligatoirement la croissance. La croissance va augmenter votre coût de complicité. Repensez votre modèle économique, environnemental et social pour, à travers moins de clients, mais plus dense et moins de produits, et les profits seront au rendez-vous. Parce qu'il y a très peu de manuels économiques qui démontrent cette notion de coût de complexité. On est d'accord. Voilà. C'est surtout ça que je mets en avant. Donc, compétences employées. Donc, vas-y, définis-moi, parce que retour sur capitaux employés, tout le monde comprend. Retour sur carbone employé, on comprend assez vite, tu l'as bien expliqué. Retour sur compétences employées. En fait, tu sais, au départ, c'était au moment du Covid, on a appelé, moi j'ai appelé une vingtaine de CEO pour voir un peu comment ils orchestraient l'environnement, le social, l'économique dans leurs décisions quotidiennes. Alors, c'est pas du tout exhaustif, c'est une vingtaine, à part Jean-Pascal Tricoire, qui est quand même un temps d'avance sur tous les sujets de décarbonation, qui est toujours exemplaire sur ce thème-là. Bon, j'ai pas appris grand-chose. Après, ce qu'on a fait avec ma petite équipe en centrale, on a appelé toutes les écoles de commerce du monde, HEC, Harvard, IND, Stanford, Columbia, pour voir s'il y avait des formations qui avaient une logique systémique entre les trois piliers. Rien trouvé. Des formations formidables dans chacun des piliers, mais qui pensent comme un système. On n'en a pas trouvé. Donc après, on s'est dit, on va d'abord balayer devant notre porte. On voit rien, on a lu 40 bouquins, on n'a rien trouvé non plus. On a eu belle pensée philosophique, mais pas de méthode. Et puis là, on a regardé, on a pris nos unités qui sont les plus profitables depuis 5 ans. On a regardé, donc profitable, tout va bien du côté économique, on a regardé du côté environnemental. Plutôt bien, assez vertueuse. Une empreinte carbone qui baisse régulièrement, des logiques d'éco-design sur les produits, gestion des déchets. Et alors là, c'était la grande nouveauté, parce que là, je viens de mettre des sociologues chez nous. Là. Sur le truc, parce que là, il faut qu'on tire encore plus sur les compétences. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ces sociétés-là, nos unités internes, étaient également incroyables sur la partie sociale. Un taux de diversité qui était 10 points supérieur à la moyenne du groupe, un taux de féminisation des instances dirigeantes qui était 10 points supérieur à la moyenne du groupe, le taux d'absentéisme moyen inférieur à 3%, le groupe est à 4%, la formation, la safety, il y avait tout. Alors, ce qui a été bluffant et eureka pour nous, c'est quand on a pris l'inverse. On a pris nos unités les moins profitables depuis des années. Et alors là, elles avaient tout faux. Mais tout faux surtout. Mais où est la poule, où est l'œuf ? Est-ce que elles sont moins profitables, donc sous tension, donc relations sociales dégradées, donc on fait tout ce qui est possible de faire pour essayer de redresser la barre et on n'a pas le temps de penser au carbone ? Tu comprends ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est ça la grande difficulté ? Comme elles ne sont pas gérées par une intelligence artificielle, le problème c'est l'humain. Et le problème de l'humain, c'est le management. En fait, qu'est-ce qu'on a compris ? On a codifié, on a les deux parties. On s'est dit, là, on a un management du bon côté, on a un management intuitif qui pense global. Ouais. Le vrai patron ou la vraie patronne qui pense économique, social et environnemental, qui a une vraie conscience globale, que c'est un tout. Puis les autres, management un peu militaire, profit d'abord, le reste on s'en fout, et plutôt dans une logique de capitalisme carbonifère. Et on s'est dit, c'est un problème managérial, tout simplement. C'est juste un problème managérial. Et donc, c'est là où t'en viens, effectivement, c'est le début de ton bouquin, de toute façon. Le modèle managérial, en fait, est aujourd'hui totalement inadapté à ce que tu essayes de décrire, c'est-à-dire une série d'entreprises qui, pour sans doute de bonnes raisons, décident de caper leur production.
pas leur profit, mais leur production. Et ça, le modèle managérial actuel, et on parle de middle management, évidemment, ou de upper middle management, il bug. Voilà. Il n'est pas capable, de la même manière que tu le disais, les analystes financiers bug, les managers bug aussi. C'est ça ton sujet, Oui, exactement. Parce que si tu veux, tu as les analystes financiers qui sont dans la logique de croissance. Après, tu as les puristes radicaux écologistes qui vont être sur le thème de la décroissance. Moi, je dis juste qu'il y a une voie au milieu qui démontre qu'une forme de sobriété peut être signe de surperformance économique et régler également la problématique environnementale. Il y a quelque chose là. Régler la problématique environnementale vu de ta fenêtre, de l'entreprise. De l'entreprise. Mais la problématique, tu te mènes à la tête d'un dirigeant. Pas obligatoirement le CEO de la boîte, mais un dirigeant d'une unité. Le monde, il est en permacrise. Les crises, elles s'empilent. Oui, c'est un terme que tu emploies, ça, au début. Sanitaire, géopolitique. Moi, j'ai 3000 personnes en Ukraine. Si tu veux, on n'est pas formés, nous, globalement, à gérer des équipes en temps de guerre. On a dû apprendre sur le tas. On a des gens incroyablement résilients là-bas, mais ils sont en pleine guerre. J'ai 3000 employés. On n'est pas formés à ça. De l'autre côté, tu as les injonctions paradoxales. Alors le lundi, on parle, quand je fais des roadshows, on parle d'économique. Le mardi, on parle de ESG, et puis, mais on parle surtout d'économique, d'accord ? Et puis après, tu arrives à la régulation européenne. Alors là, on est au summum de l'indicateur. Alors, il faut de la régulation, mais alors là, pas de la complexité. Ouais. Et alors là, 1500 labels, 2000 indicateurs. Je collectionne les labels comme des magnettes sur un frigo. Donc, si tu veux, il y a un moment, on ne sait plus. Ouais. On veut résoudre le problématique du monde à travers des indicateurs. Alors là, pour le coup, les normes comptables avancent. Oui. C'est l'ISSB, c'est ça, qui a publié il y a quelques jours, donc le Emmanuel Faber. Oui. Les FRAG, côté européen, on va dire ça comme ça, avancent aussi. Donc là, tu peux espérer quand même qu'à un moment, tu vas avoir des normes comptables un peu dures, un peu robustes, qui vont balayer tous ces labels, parce que ce sera l'équivalent de l'IFRS, quoi. Tu crois pas ? Ouais, enfin moi, t'es méfiant. Quand tu regardes tu relis le livre passionnant de Nicolas Taïeb sur Skin in the Game, là, ouais. Tu dis, il y a quand même toute une population d'advisors, d'avocats, de lobbyistes, etc., qui vivent sur la notion de complexité. Ce qui est intéressant, ça vient plutôt des États-Unis, là, parce que le bouquin il sort en anglais, et j'ai beaucoup d'appels d'investisseurs américains. On a beaucoup d'investisseurs américains dans le cadre de l'actionnariat de Nexens. Alors, actionnaires plutôt new-yorkais, Boston, Chicago, qui eux, je ne sais pas si tu as vu cette phrase du patron de PayPal qui dit le taxonomie et le ESG européenne, c'est une forme de nouveau communisme. Mais bien sûr. Voilà. Donc en fait, à la vision américaine, ils disent nous, il faut qu'on trouve notre voie, il faut qu'elle soit simple et pragmatique. Ah, bien sûr. Donc ils sont en train de chercher une voie. Alors c'est pour ça que le E3 actuellement a beaucoup d'écho auprès de nos investisseurs américains, parce qu'ils disent ça, c'est pragmatique. Parce que vous ne mettez pas l'économie en opposition avec l'environnement. Et vous réglez le... Parce que moi, si je ne fais pas de profit, ma durée de vente va être vite périmée. C'est pour ça que je dis que ça fait date. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans la proclamation, et on n'est pas non plus, puisque tu as clairement levé l'ambiguïté que j'avais un peu en tête, dans ceux qui nous ont dit à un moment, mais je décarbone puisque je vends mes centrales à charbon en Indonésie. Bah non, tu décarbones rien du tout. Il y en a d'autres qui vont les faire tourner, tes centrales à charbon en Indonésie. Donc voilà. Mais attends, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je veux te montrer quand même celui qui sera sans doute le nouveau président du MEDEF. Il l'est peut-être déjà d'ailleurs, puisque cette émission sera rediffusée pendant tout l'été, donc pardon si... Puis alors si je me suis trompé, c'est pas grave. Quand même, ça m'étonnerait beaucoup. On va voir là, il met lui sa campagne, et donc son mandat, sous le signe de la croissance. Le pays ne produit pas assez, c'est son mantra. Il se trompe ? Est-ce qu'il se trompe ? Il va falloir qu'il la définisse, la croissance. C'est une croissance verte ? Ne produit pas assez. On peut produire plus, mais il faut que ça soit en harmonie avec des réductions d'empreinte carbone. Moi, actuellement, on va annoncer des gros investissements sur le recyclage du cuivre. Parce que je reviens d'une mine de cuivre au Chili. Tu te dis, dis donc, pour décarboner notre vie de tous les jours, il faut regarder comment on pollue de l'autre côté en amont quand même. Donc, il y a un moment donné, c'est ce que je dis à mes clients, on est assis sur des mines urbaines, il y a plein de cuivre sous les sols. Il faut renouveler les réseaux, il faut qu'on récupère. Donc, si tu fais de la croissance, tu peux être en partie volumique, mais au bénéfice de l'environnement et surtout dans une logique d'économie régénérative, là, je suis prêt à l'écouter. Mais si c'est une croissance, plus de volume, capitalisme carbonifère, moi, il m'aura perdu.
C'est intéressant, non? Mais tu me fais réfléchir. Hein. J'ai gagné quelque chose. Mais oui. Je partais pas gagnant. Je partais pas gagnant au début. Non, c'est intéressant parce que en fait, ce que tu me dis, et c'est toujours comme ça qu'on doit réfléchir en économie. Sors d'une posture idéologique. Te laisse pas enfermer, c'est ça ton message. Oui, d'accord, en fait, tu considères que tes ennemis, c'est les décroissants, tout ça, machin et tout, et donc, pour ça, tu t'enfermes toi-même dans une posture idéologique inverse, mais qui est aussi absurde que la leur. C'est ça, hein, ton Exactement. truc, Christophe. Il y a toujours une voie au milieu. Ouais. Et je pense que les Chinois, actuellement, sont en train de prendre un grand coup d'avance. Parce qu'ils vont faire beaucoup de croissance à travers la transition énergétique, mais ils sont en train de récupérer tous les déchets métaux du monde à l'heure actuelle. Parce qu'ils sont en train de mettre beaucoup de logique de recyclage. Éric Orsena, formidable Éric Orsena, docteur en économie, hein, on le sait assez peu, hyper diplômé d'économie, qui avait eu cette phrase, mais c'était il y a 15 ans. Le recyclage, c'est la première des matières premières. Bien sûr. Mais c'était il y a 15 ans. Donc des filières se mettent en place, etc. et tout, mais on voit que c'est épouvantablement compliqué quand même. Tu crois que tu peux faire quelque chose de solide avec le cuivre sans faire exploser les coûts de manière... Dans tous les cas, on va être rattrapé par la problématique de pénurie. Ouais, il n'y aura pas assez de cuivre, il n'y aura pas assez d'aluminium, il n'y aura pas assez de métaux rares. La problématique qu'on a, c'est que, tu vois, on attaque souvent la société, par exemple, des téléphones mobiles, la société du jetable. Sauf que la société du jetable va peut-être aller un cran plus vite. Parce que comme tu jettes, tu récupères bien. Mais il faut récupérer. Oui, mais tu vas voir, à mon avis, en 2025, le prochain iPhone, il sera 100% fait de matière recyclée. Comme le jetable te crée en fait un volume et permet de te rendre en boucle circulaire assez intéressante. Nous, on est plutôt dans une logique de société d'accumulation. On accumule. D'où le dispositif de consigne qui peut apparaître comme un truc, mais retour aux années 60. Et qui en fait peut être utile parce que il faut pas qu'ils dorment dans les tiroirs quoi les téléphones si tu veux toi pouvoir les recycler. Exactement. C'est ça, on est d'accord. Et il faut qu'à un moment la conscience écologique est limitée, il y a une toute petite incitation monétaire, financière, enfin peu importe, une toute petite incitation pour que on aille les rapporter. C'est ça le truc. Exactement. Alors que c'est quand même pas très compliqué. Un mot de la Chine quand même, il nous reste 3 minutes, mais c'est parce que tu les connais, tu travailles là-bas, tu travailles avec eux. Le Premier ministre, il était quand même un tout petit peu inquiet, il était en France la semaine dernière. Et il y a cette idée de dérisquer la Chine, que vous avez tous aujourd'hui. Chine plus 1. Oui. J'arrête de tout concentrer en Chine, j'en fais ailleurs, parce que ça l'inquiète, dérisquer la Chine. Il a raison d'être inquiet ou Oui, je pense, oui. Ouais, je pense, c'est ça, il se passe dans la réflexion de tous les industriels que tu peux représenter ici, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en Chine, oui. Là, il y a un modèle à réinventer en Chine, là, ils sont en train de repenser un peu la chaîne. Par contre, ce que je vois, c'est que les Américains et les Chinois sont en train de mettre vraiment une colonne vertébrale politique, économique, à travers énormément de subventions pour leur économie, pour préparer l'avenir. On a participé un peu à l'alimentation à notre petite échelle sur les câbles du plan Biden, parce qu'il va y avoir énormément de câbles sur tous les États-Unis. Quand tu vois le plan IRA, les subventions qu'ils sont prêts à mettre, mais c'est incroyable, parce qu'ils sont en train de draguer toutes les boîtes européennes. Et on le décrit tous les jours. Alors après, on a sorti... C'est pas le cas des Chinois. Oui, justement, voilà, c'est pas le cas des Chinois. Et puis nous, on a sorti quand même un dispositif là, le dispositif Industrie Verte. Alors il est à l'échelle de la France, on est d'accord, mais c'est quand même des dispositifs de crédit d'impôt qui sont comparables. Tu sens un gros volontarisme, ce qu'on a vu là sur les usines de batterie, etc. Ça bouge. Ça bouge. On a l'impression. Ça bouge. Écoute, moi, pendant des années, on a parlé de Startup Nation. Maintenant, on parle d'Industrie Nation. Donc moi, je suis quelqu'un d'heureux. Non, et puis à la fin, de toute façon, c'est ça, je pense à toi, parce qu'à la fin, on disait les pelles et les pioches de la ruée vers l'or, les pelles et les pioches de la transition énergétique, c'est les câbles. À la fin, il faut des câbles pour toutes les éoliennes, tous les trucs, tous les machins. Exactement. Pour les remettre dans le réseau, il faut des câbles. Exactement. Et il est temps qu'on bouge. Et il est temps qu'on bouge. On est proche d'un burn-out environnemental et social. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà, parce qu'on a parlé d'autres choses. Mais en fait, non, parce que le sujet que tu disais quand même, et on n'aura pas le temps, mais c'est pour ça qu'il faut que vous alliez regarder le bouquin. Tu dis, le problème que j'ai quand même, c'est que mon retour sur capitaux carbone, il faut que je le mesure très précisément. Et que pour le mesurer très précisément, je vais être obligé d'une manière ou d'une autre de retomber dans du micromanagement. Alors, tu écris ça, Christopher, en 40 secondes. 40 secondes. Il y a un moment donné, quand tu es obligé de changer un système qui repose sur 20 années d'expérience, tu es obligé de descendre dans la salle de machine. Je peux avoir les meilleures incantations du monde, mais il y a un moment, au départ,
tu es obligé d'aller avec ta clé de 12, tu vas dans la salle de machine. Moi, j'ai des activités qui sont E3 compatibles maintenant, elles ne me voient plus. Je leur laisse les clés, ça roule tout seul. Sauf que tu repasses, c'est toi qui l'écris, tu repasses par une phase micromanagement qui est aujourd'hui quand même massivement rejetée. Pour celles qui ne sont pas E3 compatibles, voilà, pour celles qui ne sont pas dans le bon sens. Pour celles qui ne sont pas dans le bon sens. Tu reprends la bagnole, tu la mets sur la bonne route et après tu les laisses rouler. Et ta manière quand même sans doute des arguments pour leur expliquer pourquoi tu vas le faire. Mais ça marche très très bien. Voilà, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Pour aller dans le bon sens, donc ça s'appelle le livre de Christopher Guérin. Il y a une première partie, on va dire, théorique, ce dont on vient de parler, puis une deuxième partie qui est alors là vraiment ultra pratique. Donc allez regarder ça, ça ne peut que vous intéresser. Et on continue finalement la discussion, on parlait un tout petit peu de la Chine. Ce que Laurence Daziano nous racontait récemment sur le Sud global est là aussi passionnant. Donc on va voir ça tout de suite sur Bismart. Et donc, Laurence Daziano est avec nous. Bonjour Laurence. Avec vous pour parler géopolitique, assez souvent, très régulièrement autour de la Chine. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, Laurence, je vous ai demandé, mais je crois qu'il vous intéresse vous aussi. J'ai vu ça, en fait, à l'occasion, j'ai vu ça de manière assez détaillée, à l'occasion de la visite du nouveau Premier ministre britannique en France, parce que visiblement, ils en ont parlé. C'est ce concept de Sud global, que visiblement veulent nous imposer. Alors, dans ce que j'ai lu, c'était un peu la Russie qui était au cœur de tout ça. Ce que tu me dis, toi, c'est que la Chine n'est pas loin non plus. Donc, de quoi on parle? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept de Sud global vient du fait que et la Russie et la Chine, et on l'a vu lors de la visite du président Xi Jinping à Moscou, il est quand même resté 3 jours, veulent réformer l'ordre international. C'est-à-dire que l'ordre international, qui est aujourd'hui basé sur la puissance américaine et qui repose sur les bases qui ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ONU et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, les Chinois et les Russes, mais surtout les Chinois, n'en veulent plus et veulent créer un nouvel ordre international. C'est-à-dire que et je parlerai plus de Xi Jinping parce que je pense que la vision est plus aboutie du côté chinois que du côté russe. Xi Jinping, parce que ça avait déjà commencé un petit peu avec les routes de la soie, on pourra y revenir. Mais évidemment. Xi Jinping a compris qu'il ne gagnerait pas contre les États-Unis dans une confrontation en face à face. Donc ce qu'il veut aujourd'hui, c'est détruire l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, de l'intérieur via les Nations Unies, d'où le concept de Sud global. Ce qu'il est en train de mettre en place, c'est de dire les institutions telles qu'elles ont été créées et aujourd'hui le droit international tel qu'il est, il est basé sur le droit international qui est né de la Charte des Nations Unies et du fait qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les États sont égaux et les grands renoncent à envahir ou avoir des rapports de force avec les petits, et les droits de l'homme. Et là, Xi Jinping va dire aux pays du Sud, donc un Sud assez grand, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, et ça va même jusqu'à l'Amérique du Sud, qui est pourtant l'arrière-cour des États-Unis. Il va jusqu'à leur dire, mais attendez, d'abord les droits de l'homme, c'est pas dans nos valeurs, donc ça c'est du néocolonialisme. C'est très relatif. Pourquoi est-ce qu'on va les appliquer? Puis les Nations Unies en 45, 44, 45, là, vous avez été associés, voilà leur création. Non, donc du coup, aujourd'hui, on est pratiquement 80 ans plus tard, modèle est obsolète, il faut le réformer, on va le réformer de l'intérieur. Et ce que veut imposer Xi Jinping, c'est de passer de cet ordre mondial basé sur le droit international, c'est-à-dire avec l'égalité des États et les droits de l'homme, à une diplomatie transactionnelle qui repose sur des contrats, des accords au cas par cas. Et le Global South, qu'est-ce que c'est? C'est, selon les moments et selon les enjeux, d'agréger certains États dits du Sud pour porter une voix aux Nations Unies et essayer de faire changer les choses de l'intérieur pour dynamiter le système, pour qu'il implose de l'intérieur. Et le Global South, enfin le Sud global, ça vient et ça fait écho à tout ce qui s'est passé de ce que fait la diplomatie de Xi Jinping depuis qu'il est au pouvoir en 2012. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir les routes de la soie.
Alors au début, les routes de la soie, c'était surtout pour écluser tous les surplus de production de la Chine. Et puis petit à petit, c'est quand même devenu un outil diplomatique de soft power. Sauf que ça a, au bout de 10 ans, une très mauvaise réputation parce que le bilan environnemental est pas génial, et que y a eu une trappe à pauvreté, une trappe à dette. Voilà, c'est en train de craquer d'ailleurs un peu financièrement là en ce moment. Ça craque financièrement, d'abord parce que les Chinois y mettent moins d'argent, mais surtout parce que tous les pays qui ont adhéré au concept se retrouvent très endettés, donc ça commence à avoir une mauvaise réputation. Donc c'est pas grave, on change le système, on change le nom. Alors il y aura moins de financement qui sera mis parce que ce sera plus de la diplomatie et un petit peu moins de commerce, quoique ça, on pourra y revenir. Mais surtout, dans la pensée de Sud Global, ça a été, donc, comme les routes de la soie, ça n'allait plus très bien. En 2021, à la tribune de l'ONU d'ailleurs, Xi Jinping avait parlé d'initiative de développement global, le Global Development Initiative, qui était, regardez, la Chine, elle a réussi à se développer, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le même modèle? Puisque de toute façon, vous voyez bien que le modèle capitaliste, il ne fonctionne pas. Un an plus tard, 2022, il y a le concept de Global Defense Initiative, donc l'initiative de défense globale, c'est-à-dire chaque pays est libre de s'armer comme il veut. La Chine explose son budget militaire. La Chine, en un an, a construit la moitié du tonnage de toute la flotte française en navires de guerre. Attends, on va revenir sur le troisième point. Sur la guerre. Le troisième point, parce qu'il y avait un troisième volet de Global Initiative, c'est la Global Civilization Initiative, celle que nous a sortie Xi Jinping là, au début du mois, au moment où il a été élu président pour la 3e fois par l'Assemblée nationale, et qui est justement là où il dit, mais les droits de l'homme, c'est pas nos valeurs, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous les imposer? Et où il dit, mais aucun pays ne doit imposer ses valeurs à un autre, et donc chaque pays est libre de choisir ses valeurs. Et si je remonte encore un petit peu, 2014, le sommet des BRICS de Fortaleza au Brésil, création de la nouvelle banque de développement, création du CRA, qui sont à la fois l'équivalent de la Banque mondiale et du FMI pour les pays émergents. Et on voit que cette volonté de remettre en cause l'ordre international tel qu'on le connaît, tel qu'il est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait déjà commencé à ce moment-là. Oui, mais alors ça, parfait, reprenons. Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, faire exploser le système Nations Unies, il va toujours buter sur le Conseil de sécurité, où il n'a pas la majorité. Où il se retrouve face à États-Unis, France, Grande-Bretagne, et où Chine et Russie resteront. Donc, c'est ce système-là qu'il veut faire exploser? Alors, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et c'est là où on voit aussi que la Russie prend sa part. Il y a eu, il y a quelques mois, le renouvellement de l'ambassadrice de l'ONU qui était chargée de toutes les questions environnementales dans les zones de conflit. Et elle avait fait un rapport qui était évidemment très négatif sur la situation de l'Ukraine. Et au moment Quelle nationalité, cette ambassadrice? Elle était occidentale. Je ne sais plus si elle était pas australienne. Enfin, elle était occidentale. Okay. Et au moment de son renouvellement, donc il y a toute une procédure au sein de l'ONU pour renouveler les agents de ce niveau-là. Et elle était... Donc, il y avait eu consultation de tous les pays, il n'y avait eu aucun autre candidat, il y avait eu donc son renouvellement, allait de soi. La Russie a bloqué le renouvellement en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi c'était encore une occidentale et que ce n'était pas un pays du Sud qui aurait la présidence de ce comité-là. Et donc, ils ont fait tout un ramdam. Alors, ils ont échoué dans le fait qu'elle a été réélue. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est de faire voter une résolution par une 60aine de pays qui disait qu'il fallait qu'il y ait systématiquement un candidat venant d'un pays du Sud quand il y avait un poste. Donc, c'est comme ça. Ça va se faire petit à petit, il y a du grignotage. C'est comme ça qu'ils vont changer les choses. Quand vous regardez toutes les agences des Nations Unies, la FAO, c'est un Chinois. Ouais. Et il y en avait sur 4 ou 5 Oui, mais je me demande quel impact réel ça a, tu vois, Laurence. Je me souviens de cette histoire de FAO, mais on a eu aussi, à l'époque Kadhafi, un Libyen à la tête de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, tu te rendais bien compte que
ça n'avait pas de réel impact au-delà d'un symbole. Voilà. Sur la FAO, il y en a peut-être un peu plus quand même, puisque c'est l'alimentation. Oui, mais de quoi décide la présidence de la FAO par rapport à la structure elle-même C'est le jeu de pouvoir qu'il peut y avoir avec les différents pays. Et encore une fois, c'est la volonté d'installer cette diplomatie transactionnelle dont on voit bien qu'elle sera de toute façon déséquilibrée. Parce qu'un pays comme le Ghana, qui porte sa voix aux Nations Unies et qui dit quelque chose, il est considéré comme un égal, au moins en théorie, parce qu'en pratique, ils ne se sentent pas considérés. Et on va peut-être y revenir. Mais dans un face-à-face avec la Chine et dans une diplomatie transactionnelle, on voit bien que là, il n'y a plus du tout même de diplomatie. Et alors, c'est cette diplomatie transactionnelle qui, on n'en parle pas énormément en France, et c'est pourtant un tremblement de terre, qui a permis, par exemple, ce rapprochement à Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais vous l'avez vu, il y a eu le voyage de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Là encore, il est resté 3 ou 4 jours. Ouais. Il y a eu la visite des mollahs en Chine, où ils ont été reçus avec tous les honneurs. Ouais. Et un petit peu plus tard, on nous dit il y a un accord. Pourquoi ? Parce que la Chine veut montrer qu'elle est partout. Et surtout, la Chine est en train de créer l'Organisation internationale de la médiation, qui n'existait pas. C'est le vrai mot, c'est l'organisation, alors en anglais, International Organization for Mediation. Donc, ils sont en train de créer... On dirait un truc français, cet organisme, mais c'est très intéressant. D'abord, ça n'existait pas, c'est une niche. Ils s'y sont engouffrés pour prendre la place, en disant quoi ? Nous, la Chine dans le monde, on est là, en tant que médiateur, on n'est pas part au conflit, mais on va apaiser les conflits. Et donc médiateur, ça veut dire à un moment, par exemple, je dis n'importe quoi, la Russie, l'Ukraine, venez nous voir et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Bon, ils ont essayé, mais pas en tant que Chine, en tant qu'organisation internationale de la médiation. C'est un petit peu comme ça qu'ils ont commencé. C'est-à-dire que les Chinois mettent le nom sur quelque chose après qu'il est déjà créé. On l'a vu avec les routes de la soie. Il y a des projets qui rentraient dans les routes de la soie qui en fait étaient bien antérieurs. Bien sûr. Et là, c'est pareil. Tout ce qui va être leur initiative, qu'elle soit de défense, de développement ou civilisationnelle, c'est créé. Enfin, le nom apparaît maintenant, mais ils vont y raccrocher des choses qui existent déjà. Mais avec cette histoire d'organisation internationale de la médiation, c'est très bien joué parce que du coup, entre les pays du Sud, quand ils s'affrontent, ils vont dire, mais nous, on est la Chine, on n'a aucun intérêt, on n'est pas parti au conflit, mais on va vous aider à le résoudre. Et sur l'Ukraine, il se passera la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, ils y vont pas trop. Puis le moment venu, mais qu'est-ce qu'ils recherchent sur l'Ukraine ? C'est d'abord de ne pas être trop embarqué dans la guerre. Oui, ça, on a bien compris. Ensuite, c'est de se garder un siège à la table des négociations, donc notamment par cette médiation. Et puis ensuite, c'est participer à la reconstruction et puis à la réforme de l'ordre international qui naîtra d'après la guerre. Et du coup, vous voyez la lignée. Xi Jinping est là depuis 2012 et il est là encore jusqu'à sa mort. Donc, tout va être dans la même lignée. Et juste dans ce cadre-là, Laurence, parce que ça aussi, c'est très intéressant dans ce que j'ai lu autour du Sud global. Il y a cette fameuse phrase là de l'acteur français dont j'ai oublié le nom, mon Dieu, comment s'appelle-t-il ? Enfin bref, qui a créé un scandale en France parce que il a dit, écoutez, la guerre d'Ukraine, oui sans doute, mais enfin vous savez, en Afrique, des guerres comparables, il y en a, et visiblement, c'est pas le souci des Nations Unies et c'est pas le souci du monde, et tout à coup, il faudrait que... Ça, je crois que c'est ressenti assez fortement, finalement, oui. Pourquoi dans le Sud global. Pourquoi est-ce que ce Sud global écoute la voix de la Chine ? Parce que effectivement, ils se sentent mal considérés à l'ONU. Les États-Unis ont quand même eu des politiques de revirement ces derniers temps qui font que c'est un petit peu difficile pour eux, même si aujourd'hui l'Arabie Saoudite cherche quand même aussi à avoir les États-Unis comme garantie de sécurité. Ils n'ont pas tout à fait tourné la tête. On en dira un mot de ça parce que... Mais c'est surtout qu'après la pandémie et aujourd'hui avec l'inflation sur les coûts de l'énergie et de l'alimentation, ces pays-là ont besoin de financement. Or aujourd'hui, les États-Unis n'apportent pas ces financements. Aujourd'hui, le discours des États-Unis, c'est les Chinois non plus. Un peu plus.
Et ou au moins... Leur banque mondiale parallèle, là, redonne-moi le nom. Alors, ça c'est la New Development Bank, la nouvelle banque de développement, qui est la banque des BRICS. Mais les Chinois ont aussi créé, et là, ils sont à 100%, la banque asiatique d'investissement. Donc, et là... L'équivalent de notre banque européenne, l'équivalent... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et sauf qu'ils n'ont pas le dollar, sauf que la Chine n'est pas non plus dans une situation financière qui soit à ce point florissante, qui puisse garantir quelque chose de comparable au FMI ou à la Banque mondiale. Non, mais ils ont des moyens, ce ne sont pas des dollars, ce sont des yuans, et de plus en plus, ils cherchent à ne pas avoir de dollars, mais à mettre des yuans dans les transactions internationales. Mais là, c'est comme tout, on commence par petit, puis on finira par y arriver. 1 euro, ça commence par 1 centime. Non, mais je comprends. Et effectivement, on voit bien la méthode. Voilà. Donc la méthode, elle est là. Le temps et le temps long, ils l'ont pour eux. Parce que nous, on a moins en Occident quand même. Alors, l'autre point qui m'intéresse quand même, c'est que, bon, les Chinois, ok. Mais qu'en pensent les puissances, les vraies puissances du Sud? Alors, peut-être pas forcément diplomatiques, mais qu'en pense l'Inde, par exemple? Est-ce que l'Inde va aujourd'hui aller bras dessus dans des initiatives montées par les Chinois, sachant les tensions qu'il y a dans l'Himalaya, etc. Non, mais les Indiens sont des opportunistes. S'ils trouvent qu'à un moment, il y a une initiative à l'ONU ou ailleurs qui peuvent les servir, bien sûr qu'ils s'en serviront. Les Indiens sont parmi les premiers importateurs de pétrole russe aujourd'hui. Ça, on l'a bien compris. Donc, et qu'ils le raffinent et qu'ils nous renvoient l'essence. Voilà, oui. Avec une marge absolument démentielle. Absolument. Non, mais c'est une question d'opportunisme. Lula au Brésil, qui est un autre pays des BRICS, Lula au Brésil, il est pour un monde multipolaire. Et c'est l'arrière-cour des États-Unis. Donc, le discours prend parce que les États-Unis ont en face un narratif qui, aujourd'hui, est trop court et qui est juste, regardez-moi, je suis superbe, je suis les États-Unis et mon système politique est meilleur. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pour ces pays-là, ça ne suffit plus. Ils ne sont pas dupes de ce qu'est la Chine. Mais aujourd'hui, c'est un peu la seule alternative qu'ils ont. Et là où ça m'intéresse énormément, ce que tu dis, Laurence, c'est que on sait, et on l'a vu au moment des midterms, qu'il y a des tensions aux États-Unis sur le financement de la guerre en Ukraine. De fortes tensions. Là, si effectivement les Américains, et notamment les républicains, se rendent compte que c'est en train de modifier en profondeur, parce que Arabie Saoudite, Iran, c'est quand même un sacré choc, je pense, pour eux. Cette obsession ukrainienne est en train de modifier en profondeur les autres équilibres géopolitiques. Là, on a un sujet quand même, c'est absolument passionnant, qui donne un peu le vertige d'ailleurs, mais on a un sujet. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être aussi, les Américains vont commencer à lever le pied sur la défense de l'Ukraine. L'Ukraine est regardée par la Chine beaucoup par rapport à Taïwan, parce que les Chinois iront à Taïwan. Bon, ils iront à Taïwan, probablement en 2027, et que feront les Américains à ce moment-là? Ils feront comme ils le font avec Pourquoi tu dis 2027? Parce que 2027, c'est le 100e anniversaire de la création de l'armée populaire chinoise. Oui, mais Laurence, qui s'est jamais battue nulle part, qui a pris une déculottée au Vietnam. Elle a pris une déculottée au Vietnam, on est d'accord, mais... Tu vois, tu crois vraiment qu'ils se lanceraient dans une aventure militaire comme ça? Aujourd'hui, la marine chinoise fait des exercices avec la marine russe régulièrement. En ce moment, il y a des exercices entre la marine russe, la marine chinoise et la marine iranienne dans le golfe d'Oman. Et il y a quelques semaines, des exercices entre la marine russe, la marine chinoise et la marine sud-africaine. Donc, ils s'entraînent. Je ne dis pas qu'ils sont au top, mais parce ils se sont beaucoup armés. Les leçons de l'Ukraine, c'est quand même qu'à un moment, il faut débarquer. Oui. Voilà. Mais les Chinois... Et que c'est pas simple de débarquer. Non, mais les Chinois, comme les Russes, ont une capacité à envoyer des hommes au front que n'ont pas les Ukrainiens et qu'ont encore moins les Taïwanais. Ouais. Bon, mais je prends l'oracle, 2027. On sera encore là pour en parler, Laurence. J'espère. Hein, oui, j'espère bien aussi. Ah si, si, dis donc, 2027. Ou alors que je me sois trompée. oui, voilà, c'est ça. Bon, donc, mais ça veut dire que tout ça, et voilà, il nous reste 2 minutes, c'est parfait, parce que quand tu décris tout ça, tu peux justement décrire
une solution sur le temps long, telle qu'on l'imagine quand, comme moi, on a des clichés plein la tête sur la Chine, sans aucun affrontement direct à un moment, si tu penses qu'à la fin, une fois que tout ça sera consolidé, bim, il y aura l'affrontement direct pour aller reprendre Taïwan. Il n'y aura pas d'affrontement direct. Parce que les États-Unis feront comme ils le font pour l'Ukraine. Ils livreront des armes, mais ils n'iront pas eux-mêmes. Non, mais je parle d'affrontement direct avec les Taïwanais. Ah oui. Oui, mais qui vont pas se laisser faire quand même. Comme les Ukrainiens. Mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ils le sont beaucoup plus en face. Bon, on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour. Ben voilà, quand même, conclusion. Ça veut dire que notre diplomatie, alors peut-être que évidemment qu'elle sait tout ça, mais en gros, ce que j'ai lu, elle balayait d'un revers de main ce concept de Sud global. Il ne faut surtout pas balayer d'un revers de main ce concept de Sud global. Oui et non. Il faut s'y intéresser de très près. Il faut s'y intéresser de très près, tout en déniant à la Chine le fait qu'elle ait le monopole sur ce sujet. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais il est temps de s'en occuper justement, si on ne veut pas qu'elle ait le monopole. Laurence Daziano, donc, qui nous accompagnait. Et donc Clarisse Bérébi est avec nous. Bonjour Clarisse. Bonjour Stéphane. Cofondatrice donc d'Ether. C'est ça. Alors on va parler. Ouais, magnifique le magazine. Alors j'ai mis moi le levier fiscal autour de la recherche. C'est ça. Mais donc on va parler de tout ça, ce sujet qui m'intéresse énormément. Le business de la complexité. Bienvenue en France. Mais pourquoi Ether? C'est quoi le... Il y a plusieurs origines au niveau du nom, mais je dirais que il y avait une dimension, c'est un peu le cinquième élément, c'est un peu ce qui transcende un petit peu tout le reste. D'accord. L'idée d'aller dans la recherche, justement, et peut-être dans la recherche fondamentale. Exactement. Donc, cabinet dédié aux enjeux fiscaux innovants des entreprises. C'est ça. Est-ce que je peux commencer comme ça, Clarisse? C'est pas normal qu'un business comme le tien existe. Je comprends la réaction. Nous, on est avocats fiscalistes, déjà. Hein. On est un cabinet d'avocats et notre métier, c'est la sécurité et la conformité fiscale. Donc, notre métier, c'est d'aider les clients à faire des dossiers qui soient corrects et à demander des ressources fiscales quand c'est cohérent et justifié, tant en termes d'éligibilité qu'en termes d'assiette. Ouais. Oui, mais c'est pas un reproche évidemment que je te fais, c'est un reproche que je fais même pas à l'administration fiscale d'ailleurs, au paquet de lois qui se sont empilées les unes sur les autres, accumulées effectivement, qui font qu'on est quand même obligé de créer ce truc qui s'appelle le droit à l'erreur. C'est complètement fou. J'ai reçu un petit courrier de l'URSSAF, moi, il y a quelques jours. Oui. On te dit de cocher la case si ta réponse n'appartient pas à la catégorie droit à l'erreur. Oui, c'est complètement dingue. Et donc, c'est là où il y a un sujet. Et c'est ça qui te rend indispensable, j'imagine. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus juridique, de plus en plus complexe sur tous les types de lois. Ce n'est pas lié exclusivement à la fiscalité. Ouais. Tous les domaines du droit se complexifient. On vit dans un monde de droit. Tout est échange juridique. Et de toute façon, les avocats, par nature, ont toujours une place, je dirais, importante dans le paysage économique. Alors, je dirais que sur les leviers fiscaux, notre rôle à nous, ça va plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis avec Ether, ça va plutôt d'inciter les entreprises qui ne savent pas avoir droit à ces ressources qui sont très importantes, surtout dans l'environnement actuel où on ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de crédits, les levées de fonds sont devenues compliquées, donc avoir accès à des ressources extérieures qui en plus ne sont pas dilutives pour l'entreprise, c'est important. Ouais. Et donc notre rôle à nous, c'est de les aider à comprendre le système et à les accompagner tout au long du chemin. C'est pas en soi si compliqué la fiscalité. La seule chose, c'est que... Si, Clarisse, vas-y, pardon, continue. Mais si, c'est affreusement compliqué. Tu ne comprends pas les mots qu'ils emploient. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Des fois, tu lis des trucs, tu dis, on ne parle pas la même langue. Je comprends le... Non, c'est sûr. Si on peut comparer à d'autres États où, effectivement, sur le plan administratif, il y a beaucoup plus de simplicité et de facilité, je l'entends. Après, je dirais que on est quand même, au niveau entrepreneurial, dans un pays qui est un paradis fiscal. On ne le réalise pas. Tiens, Xavier Niel a beaucoup dit ça. Ouais, absolument. Je suis ravie de pouvoir... nous sommes un paradis fiscal pour l'entrepreneuriat. Bien sûr, on est un paradis fiscal. On est peut-être un cauchemar sur le plan des cotisations sociales, mais sur le plan fiscal, on est un paradis fiscal pour les entreprises. Et donc, maîtriser ces dispositifs, ça fait un petit peu partie du rôle de l'entrepreneur. Mais paradis fiscal pour les jeunes entreprises, quand tu dis entrepreneuriat, non ? Non, pour toutes les entreprises, et en particulier sur ces leviers fiscaux et la recherche et l'innovation.
C'est le sujet, c'est précisément le sujet. L'Ether s'est positionné sur l'innovation sociale. Non, on va y aller, mais Pardon. attends, d'abord, c'est le terme paradis fiscal pour toutes les entreprises. Voilà, on n'est pas, on fait pas l'audience de TF1, mais enfin, un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent là de un peu bondir sur leur chaise, leur fauteuil ou leur voiture. À chaque fois que je le dis, les gens bondissent, mais c'est la réalité. D'abord, l'IS n'est pas très élevé. Si on va dans d'autres pays, on voit que c'est beaucoup plus important. Ensuite, il y a beaucoup... On est à la moyenne, on est à 25, enfin, il y a une petite partie à 15 et une grosse partie à 25. 25, c'est bas par rapport à ce que ça a pu être aussi dans le passé. C'est bas par rapport à ce que ça a pu être chez nous, mais on est dans la nous, moyenne. Et par rapport à l'extérieur, même au niveau de l'impôt sur le revenu, ça reste encore totalement accessible. Et ensuite, il y a des dispositifs, c'est-à-dire que l'État choisit de réinjecter dans l'économie un certain nombre de ressources publiques qui sont importantes. On est aujourd'hui à 7 milliards. On sait qu'on a pris un engagement vis-à-vis de l'Europe de porter ces dépenses. 7 milliards, qu'est-ce que tu dis? 7 milliards, c'est juste le crédit d'impôt recherche. C'est l'ensemble des dispositifs. Oui, c'est juste... Parce que l'ensemble des dispositifs... liés à la recherche et l'innovation. Liés à la recherche et l'innovation. Parce que sinon, l'ensemble des dispositifs, c'est 140 milliards. Donc, voilà. Oui, mais c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est 2,2% du PIB. On a un engagement de les porter à 3% du PIB, donc de pousser encore ces recettes publiques réinjectées dans l'économie. Et ça, c'est quand même substantiel. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises. Alors, allons-y sur les dispositifs de recherche. J'avais lu un point de vue qui m'avait beaucoup inspiré récemment. Donc, si on parle du crédit d'impôt recherche, je dois avouer que j'ai fait partie de l'ensemble de ceux qui ont, d'une certaine manière, sanctuarisé ce dispositif. Tous les ans, on arrivait, tu avais toujours le député qui voulait remettre en cause le truc, et on disait, est-ce que tu es d'accord avec ça, la stabilité est indispensable à ce dispositif. Exactement. Alors non seulement c'est un dispositif fondamental, mais je dirais même vital pour les entreprises aujourd'hui en France. Alors ça existe depuis 1983, donc effectivement ça commence à avoir une certaine stabilité. Le problème c'est que c'est utilisé effectivement à 80% par les grands groupes. Voilà. Et c'est ce qui pose problème en réalité. Bon, ça assure aussi d'une certaine façon la pérennité du système, mais il est important de comprendre que pour les petites et moyennes entreprises, c'est vital aujourd'hui. Donc, il est évident que ce dispositif ne doit pas disparaître. Au contraire, on doit même le pousser davantage. Et c'est le rôle d'Ether qui, précisément, s'est positionné sur l'innovation, mais pas uniquement dans les sciences dures. Et donc, notamment, tout ce qui est tech, tout ce qui est labo, tout ce qui est métallurgie, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des innovations sociales, en sciences humaines et sociales, qui vont permettre aux entreprises de gagner en compétitivité, mais surtout, et c'est très important dans le dispositif, de maintenir les talents sur le territoire français. Est-ce qu'elles sont reconnues par ceux qui... Parce que moi, j'ai vécu ça avec quelques entrepreneurs. Tiens, notamment, je me souviens du patron de Gravotech, en larmes. Parce qu'à un moment, il y a un contrôleur qui vient lui dire « Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas de la recherche, vous devez nous rembourser le crédit d'impôt recherche quand vous a versé. » Tout à fait. C'est le vrai sujet du crédit d'impôt recherche et c'est pour ça que nous, on fait de la sécurité, de la conformité. C'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, on a un positionnement très spécifique. La problématique, c'est que c'est une question de méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de complexité fiscale. En réalité, comme tout dispositif, il y a une méthodologie à appliquer qui est extrêmement stricte. Oui, il peut y avoir des contrôles de l'administration, mais il faut raisonner avec l'administration fiscale comme si vous discutiez avec un fonds d'investissement. Quand un entrepreneur va avoir un fonds d'investissement pour lui demander de l'argent, il défend son projet, bec et ongle pour obtenir les deniers. Évidemment, la différence, c'est que s'il n'est pas convaincant, il n'obtiendra pas les deniers. Avec l'administration fiscale, c'est différent. Vous pouvez les demander. Et si, quand on vient vous demander des explications, vous n'êtes pas convaincant, on vient vous les reprendre. Et la problématique de ce dispositif, c'est qu'il est parfois utilisé de façon un peu légère, non pas sur le fond, mais parfois sur la forme. Ce qui fait qu'il y a des demandes d'explications qui sont données. Moi, ce qu'on m'expliquait, les fonds d'investissement qui, d'abord parce que c'est leur pognon, s'ils n'ont pas la compétence, ils vont chercher la compétence pour discuter avec l'entreprise qui fait la recherche sur des domaines, par définition, puisque c'est de la recherche complexe. L'administration fiscale, pas du tout. Si, quand même, on a des audits, on a des experts du ministère de la Recherche qui sont souvent appelés dans les dossiers. Et sur ce que... Parce que c'est quand tu parlais de dispositifs de sciences humaines, de choses comme ça, justement, qui sont en dehors des sciences dures, est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même face à une forme d'arbitraire ? Alors, pas du tout. Au contraire, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça s'est véritablement ouvert, et ça s'est ouvert aussi dans les manuels qui sont la base du crédit d'impôt recherche. Dans le manuel de Frascati, le terme sciences humaines et sociales existe depuis 2015, donc c'est quand même assez récent. Dans le bulletin officiel des impôts, depuis 2021, donc encore plus récent. Mais ça y est, il y a un basculement qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a des dossiers, nous on fait des rescrits
notamment pour le JEI. On n'en fait pas sur le CIR, on fait rarement ou pour des raisons spécifiques, mais sur le statut jeune entreprise innovante, on fait des rescrits et on obtient... Alors, le rescrit, c'est une garantie de l'administration des impôts qu'on ne touchera à rien, hein, c'est ça le... Oui et non, c'est toujours pareil. Le rescrit, il est valable l'année où on le fait. Oui. Il ne faut pas oublier que chaque année, il faut vérifier qu'on est toujours dans les conditions. T'as raison, Donc, t'as raison. sur le principe, oui, ça garantit, disons, sur l'éligibilité du projet au niveau scientifique. Mais chaque année, il faut vérifier qu'on est bien toujours sur ces opérations de recherche. N'oublions pas qu'en matière de crédit d'impôt, c'est opération par opération que l'on raisonne. Revenons sur le crédit d'impôt recherche. Donc, tu le disais, les grands groupes, en fait, le chiffre, c'est... donc, sur ces 7 milliards, tu as une vingtaine de grands groupes qui captent un peu plus de 2 milliards à eux tout seuls. Quand on sait que c'est pas dans les grands groupes que la recherche est la plus efficace, tu te dis que c'est pas une utilisation optimale de la dépense publique. Est-ce qu'il faudrait pas, et c'était le point de vue que je reprenais moi, tout simplement le plafonner? Parce qu'il n'est pas plafonné, en fait, notre crédit d'impôt recherche. Je crois qu'il est plafonné à 4 millions d'euros en Allemagne. Un plafonnement, par exemple, à 20 millions, exclurait aucune des jeunes entreprises que tu accompagnes, mais éviterait d'arroser le sable des grandes entreprises. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis précis là-dessus. T'as pas d'avis précis Non, j'ai là-dessus? pas d'avis précis sur la question. Pourquoi En tant pas? que La citoyenne réalité... qui paye des impôts, tu devrais avoir un avis, Clarisse. Moi, ça m'aiderait que tu aies un avis. Il est évident que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toutes les petites entreprises y aient accès de façon massive. Voilà, c'est ça notre objectif. Après, pour autant, est-ce que je dois dire que les grands groupes doivent bénéficier moins? J'ai pas d'avis spécifique. Il y a quand même de l'embauche forte qui est permise grâce à ce crédit d'impôt recherche. Voilà, je veux pas être excluante dans mon discours par rapport aux grands groupes. C'est pas mes clients. Oui, c'est ce que j'allais Non, dire. c'est pas mes Ou clients. tu veux pas perdre des clients. Non, du tout. C'est pas mes clients. De toute façon, c'est pas nominatif. Non, on sait non. pas les Moi, casser. moi, donc, je ne suis pas du tout positionnée sur ce type de clientèle-là. Au contraire, moi, ça va être les entreprises beaucoup plus petites. Donc, effectivement, pour qui le plafonnement, ça a été le cas sur le C2I. Il a été plafonné. Mais enfin, le C2I, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que pourquoi pas le plafonner, ça n'empêcherait rien. Mais le dispositif en lui-même a quand même un avantage. Déjà, il faut savoir que sur l'embauche des jeunes docteurs, c'est quand même extrêmement favorable. Hein, c'est le rémunération. Et c'est un sujet très important. Ça. Alors, c'est un sujet fondamental. Et en sciences humaines et sociales... Que les docteurs aillent en entreprise, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de débouché pour les docteurs en sciences humaines et sociales en entreprise. C'est 2 années de leur rémunération. Ça permet quand même de structurer et d'amener un niveau, je dirais, intellectuel et efficient dans l'entreprise qui est incroyable. Donc, voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit plafonné. Sachant que, et ce sera la conclusion, non, parce que les chefs d'entreprise qui pourraient penser, oui, mais bon, subventionner les recherches en sciences sociales et tout. Mesdames, messieurs, c'est le capital humain, votre sujet aujourd'hui. Hein. C'est le capital humain, voilà, absolument. Et enfin, ils le savent parfaitement. L'innovation... C'est le capital humain, leur sujet aujourd'hui. Et l'innovation managériale en sciences sociales va être fondamentale. Merci, Clarisse, pour tout ça. Donc, cofondatrice d'Ether, qui était avec nous sur Bismart.